Rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours samedi 10 décembre 2022 et je continue ma, mon exploration de cet ouvrage L'espoir maintenant, les entretiens entre Béni Lévy et Jean-Paul Sartre, à la fin de l'existence de Jean-Paul Sartre. Voilà. Donc, je vous renvoie aux vidéos précédentes pour savoir à peu près où j'en suis. Euh, c'est le premier chapitre, au-delà de l'échec. Donc je commence à lire et puis éventuellement je donne mes avis en lien avec la théorie que je développe sur la mécanique universelle, sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Nous avançons vers cette perfection. Voilà, il faudra encore quelques siècles, je pense, de travail de l'humanité, mais on le fait de façon pour l'instant intuitive, instinctive, sans savoir réellement ce qu'on réalise, mais on le réalise curieusement. Donc, cette destinée, elle est inscrite quelque part. Je ne sais pas comment, à quel niveau, mais on ne peut pas ne pas aller vers cette finalité, qui est une finalité spirituelle, la réunion de l'homme avec la fusion de l'humanité dans le divin. Voilà comment je l'explique. Les religions ont déjà parlé de tout ça. Et comment ça se pratiquera, c'est très compliqué à pouvoir l'imaginer aujourd'hui, parce que d'après moi, voilà, il faudra encore quelques siècles, et il suffit de prendre l'exemple, par exemple, de 1750, voilà, quelques siècles en arrière, 1750, personne ne pouvait imaginer à cette époque-là, en 1750, ce que serait l'humanité aujourd'hui, avec les ordinateurs, la télévision, la lumière, enfin bref, tout ce qu'on a imaginé, inventé, et même la façon dont l'humanité se conduit, les relations humaines, le tourisme, l'aviation, le fait de se rencontrer, l'école gratuite, la nourriture abondante, bref. Euh, Globalement, c'était impossible pour un humain du 18e siècle d'imaginer ce que serait ce que nous sommes en train de vivre. Et comme nous ne pouvons pas aujourd'hui imaginer dans 2 siècles ou 3 siècles, quand l'humanité aura atteint son ultime perfection, quand elle aura dépassé les antagonismes, la violence, la guerre, les conflits entre Occident et reste du monde. Bref, quand on aura dépassé tout ça, parce que ça sera dépassé, et on va vers le fait de dépasser cela, comment les grandes spiritualités parviendront à fusionner, à travailler ensemble, à mettre leur énergie en commun pour ça, comment l'humanité mettra toute son énergie en commun pour construire l'humanité, etc. Tout ça, nous n'en savons rien, mais c'est la ligne, c'est la finalité que je décris sur la mécanique universelle. Tout converge vers cela. Tout ce que nous faisons travaille à cette finalité-là, à cette finalité spirituelle et finale de l'humanité. C'est-à-dire une humanité en paix, totalement en paix, où il n'y a plus, où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, plus aucun homme ne représente du danger pour ses congénères. Donc on aura géré cette chose-là, c'est-à-dire la pulsion de violence. Toutes ces choses-là auront été neutralisées d'une manière ou d'une autre. Peut-être, voilà, on est arrivé à l'époque où on peut travailler sur le gène, c'est pas pour rien. Peut-être que ça sera à travers la génétique. On est arrivé à une époque où on peut soigner les
les pathologies très tôt dans la vie, avec la psychologie, etc., eh ben, pourquoi pas, ça pourra peut-être être à travers la psychologie plus d'autres façons d'agir, le développement de l'empathie, le fait que, que tout soit mis à disposition, donc que personne n'envie quelque chose d'autre à autrui, parce que il n'y aura plus la possession, le fait de vouloir posséder plus que son voisin, plus qu'autrui, puisque tout sera mis gratuitement aux êtres humains. Bref, on ne peut pas savoir exactement à quoi correspondra cette humanité définitive, finale ou aboutie, mais en tout cas, elle ne peut pas ne pas arriver dans cet état où l'homme n'est plus du tout un danger pour l'homme, où il n'y a plus, où l'homme a dépassé le problème du danger. Voilà. Et où l'homme est dans une fraternité absolue. Voilà comment j'imagine la finalité. Donc, je commence la lecture. Alors, Benny Lévy, tu m'as dit un jour, deux points, ouvrez les guillemets, j'ai parlé de désespoir, mais c'est de la blague. J'en ai parlé parce qu'on en parlait, parce que c'était la mode. On lisait Kierkegaard, fermez les guillemets. Jean-Paul Sartre. C'est exact. Je n'ai jamais été désespéré pour ma part, ni m'ai envisagé de près ou de loin le désespoir comme une qualité qui pouvait m'appartenir. Par conséquent, c'était en effet Kierkegaard qui m'influençait beaucoup là-dessus. Benny Lévy. C'est curieux puisque tu n'aimes pas vraiment Kierkegaard. Ah tiens, ça c'est intéressant parce que pourquoi Jean-Paul Sartre n'aimait pas Kierkegaard. Déjà, j'ai vraiment envie d'aller lire et d'aller connaître Kierkegaard. Je pense qu'après Sartre, je vais m'intéresser de près à Kierkegaard. À mon avis, il y a des clés aussi dans Kierkegaard. Là, à travers cet ouvrage-là, il y a vraiment la clé de ce qui manquait à l'existentialisme pour comprendre la logique de l'évolution de l'humanité. Et dans cet ouvrage-là, grâce à Benny Lévy, on comprend que ce qu'il a manqué à Sartre pour toucher vraiment, entre guillemets, le Graal de la compréhension totale de l'humanité. Il était à deux doigts, et peut-être qu'il a réussi, parce que je n'ai pas fini de lire cet ouvrage-là. Alors, Jean-Paul Sartre, oui, mais j'ai quand même subi son influence à Kierkegaard. Voilà. Alors, tiens, oui, mais j'ai quand même subi son influence. Est-ce que je suis curieux de savoir, je suis curieux de savoir, pour revenir à une sorte de jérémiade, de plainte, de lamentation que j'ai eue dans une des dernières vidéos, dans deux vidéos, je pense, par rapport au fait d'être un peu nié dans mon travail, dans cette réflexion de la mécanique universelle, le milieu intellectuel, universitaire, philosophique, etc. Même s'il parcourt la mécanique universelle, parce que je sais que c'est parcouru, mais n'ose pas faire référence ou dire... voilà, il y a quelques personnes qui font de temps en temps référence à ces écrits, voilà, mais en fait, les gens n'osent pas, et c'est tout à fait compréhensible. Ils peuvent faire référence à quelqu'un qui est en position sociale. C'est le principe de la position sociale, de la façon dont l'humanité fonctionne, et surtout les élites. C'est vraiment quelque chose qui est très puissant dans la façon
de travailler. Cet élitisme est là et on ne peut pas aller faire référence à des, euh, à quelqu'un qui n'aurait pas ces lettres de noblesse dans la notoriété, dans la notoriété universitaire ou télévisuelle ou quoi que ce soit. Bon, quelqu'un qui n'est pas reconnu dans ce domaine-là, on ne va pas dire j'ai été influencé par cet écrit. Voilà, ce que je suis en train de développer, c'est je l'ai lu ou je suis ça a été j'ai trouvé ces passages sur la mécanique universelle ou quoi que ce soit. Donc on ne trouve pas cette chose-là. Et dès le début de la mécanique universelle, justement, ça me permet de rebondir parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais un peu touché par ce côté-là. De temps en temps, je vois ces idées qui circulent, mais personne cite, personne n'y fait référence réellement, quoi. Même si des phrases entières sont reprises, mais il n'y a pas ces références-là. Et donc, c'est un peu... euh, ça, ça pique, en somme, de ne pas entendre j'ai lu ça sur mécanique universelle. C'est pas une question de prestige, mais où moi je mets pas mon nom dans tout ça. Donc c'est pas une question de personnalité. Moi, c'est la mécanique universelle qui m'importe. Pour moi, c'est ça l'identité. Et voilà, c'est pas c'est l'identité de ce travail, c'est mécanique, c'est la mécanique universelle. Et je ne sais pas, ce nom est venu comme ça. J'étais en train de, c'était au tout début de, dans les années 2000, et c'était dans un bistrot. J'avais un peu picolé et je cherchais ce nom et ça s'est posé, mécanique universelle, comme la phrase originelle qui a mis en œuvre toute cette théorie, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Euh, Elle s'est écrite toute seule sur mon cahier, comme ça, et pareil pour mécanique universelle. Donc il y a quelque chose, il y a du magique derrière. Et donc c'est ça qui me paraît, qui pique un petit peu de ne pas, qu'elle ne soit pas citée. Mais en même temps, c'est grâce à ça, c'est grâce au fait qu'elle soit négligée que je peux écrire, penser en paix, que personne, voilà, que j'ai pas besoin de défendre ses arguments, parce que fatalement, à un certain moment, euh, le, le, les points de vue contraires arriveront. On peut dire, c'est pas possible, c'est des élucubrations, c'est idiot, c'est pas. Voilà, on aura toutes les versions de ces choses-là, y compris la prédation, des gens qui partiront, qui utiliseront cette base pour leur propre travail sans rien citer. Et ça, ça sera tout à fait normal parce que ce travail, il est compris pour ça. C'est le travail d'un autodidacte, mais mal fagoté, voilà. Donc, c'est, c'est légitime en somme que ça se passe comme ça. C'est pas quelque chose qui fait, qui est dérangeant réellement pour moi. Mais bon, voilà, quand je suis confronté à ça, évidemment, pendant un petit instant, il y a ce sentiment un peu, voilà, c'est le sentiment classique, hein, normal, d'être nié, ou de ne pas être vu, ou d'être, voilà, qu'on s'affirme aux dépens de ses congénères. Tout ce sentiment, ces sentiments-là c'est humain, quoi, hein, de les ressentir. Et donc, à un certain moment, au tout début de la méca, j'ai bien vu où j'étais positionné. Qu'en définitive, j'arrivais là-dessus comme un grain de sable dans un roulement à billes. Hein. Le système, le milieu universitaire,
le milieu de la philosophie, le milieu de la pensée, etc., était bien organisé. Il y avait, c'était, ça fonctionnait très bien comme ça dans ce système-là. Et quelqu'un d'anachronique, de tellement anachronique et même particulier, enfin, avec tout un tas de pathologies qui fait que je ne retiens pas les noms, j'ai des difficultés à m'exprimer, j'ai des difficultés à lire, j'ai des difficultés à comprendre des textes compliqués ou quoi que ce soit. Quelle était ma place? Je me suis demandé au fond comment ça se passait. Et là, j'ai compris qu'en fait, tout était parfait. C'est-à-dire que j'avais pas besoin de. J'arrivais à un moment où c'était parfait pour un autodidacte comme moi, un idiot du village, un naïf. C'est pas pour rien que j'ai écrit Philosophie naïve du devenir humain. Je me suis considéré comme l'idiot du village, ce que j'étais quand j'étais enfant. On me disait regarde l'autre taberleau, l'autre. On me prenait pour un idiot en somme. Et chose que j'étais en fait, hein, j'étais pas adapté à la vie ordinaire, je suis inadapté en somme dans ce monde. Et comment un inadapté, comment une sorte de ravi pouvait apporter quelque chose à cette humanité. Il y a 2 siècles ou un siècle, ça n'aurait pas été possible. Internet n'existait pas, il aurait fallu que pouvoir publier un ouvrage, on ne faisait pas publier n'importe qui, il fallait, etc. Donc quelqu'un qui venait du ruisseau comme moi, originaire de l'esclavage en somme, hein, parce que si je remonte les générations, ils ont toujours courbé la tête, voilà, ils étaient soumis je viens du milieu je viens de chez les esclaves, c'est pas la première fois que ça existe. Hein. Et je pense que justement, à l'époque des Grecs ou des Romains, un esclave qui avait du talent, il était tout de suite pris par le système et on lui donnait tous les moyens. Et c'est d'ailleurs ce que font les États-Unis aussi. Quelqu'un qui arrive là-bas, s'il a du talent, il ne passe pas à côté. Hein. Les gens vont, le système va le prendre parce que il va amener une plus-value à quelque chose et on se rend compte tout de suite de ça. Dans les systèmes népotiques comme en France par exemple, un système qui est devenu vraiment népotique, c'est plus du tout pareil. On peut vraiment laisser de côté des talents. Je pense qu'il y a un paquet de talents qui ne peuvent pas émerger parce que les places sont prises, parce que on est plus dans le système de la prédation et donc on pique le truc mais on néglige le système. Bon, de toute manière, tel que ça s'organise, c'est parfait. C'est comme ça que ça doit se faire. Et quand quelque chose doit rester dans le silence, ça reste dans le silence. Quand quelque chose doit évoluer, ça évolue, etc. Mais ce que je voulais dire et qui était intéressant, à mon sens, c'est que dès le début de la mécanique universelle, je me suis dit ce qui serait génial, parce que des types comme moi, des personnes comme moi qui n'ont pas fait d'études et qui sont psychologiquement déséquilibrés, on va dire, mais qui ont des choses à apporter, il y en a des wagons, il y en a beaucoup dans l'humanité, des gens comme ça qui sont juste à ce niveau autodidacte. Et j'en connais quelques-uns. Ces personnes-là on devrait pouvoir inclure au CNRS, par exemple, c'est là où se fait la recherche, que dans les chercheurs, par exemple en philosophie, il y ait ces intuitifs qui puissent venir, qui puissent être mélangés avec ces gens du peuple, là, comme ça, qui n'ont pas fait d'études et qui sont hyper intuitifs, qui sont des chamans, des hyper créatifs, qui peuvent avoir des imaginations extraordinaires, apporter des choses vraiment très importantes à la société, et que ça puisse se mélanger comme ça. Et en plus,
ça ferait tomber un peu l'orgueil qui est de trop dans le système, chez les philosophes, dans ce truc-là. Je l'ai vu pour avoir été à la fac. Alors, les très très bons professeurs sont complètement, au contraire, ils ont, ils ont dépassé l'orgueil. Ils sont dans la, c'est la philosophie qui est le plus important. C'est pas, voilà, ils sont pas dans le paraître, quoi. C'est dans l'être et c'est l'être qui est le plus important. Mais la globalité est quand même soumise à cet orgueil. Et je disais, ça serait super intéressant de pouvoir faire venir justement au CNRS, au CERN pour les physiciens, des gens qui vont avoir des idées fulgurantes comme ça, qui vont pouvoir dire, et si c'était pas ça, et si c'était que ça, et peut-être que c'est ça. Voilà, on passe à côté d'un paquet de talents. Ça ne serait pas grand-chose de passer à la télévision et de dire, voilà, le CNRS recrute des gens, vous avez des idées extraordinaires, vous pensez que vous avez des idées extraordinaires au propos de la science, de la médecine, de ci, de ça. Par exemple, à un moment, j'avais imaginé, comme j'ai un problème de respiration, des sortes de filtres pour le nez, mais pour respirer, qui purifieraient tout ce qui est allergène, quoi, qui empêcherait le truc. Et puis quelques années après, ça a été, ça se vend maintenant. Ils vendent des trucs qui sont inefficaces d'ailleurs, mais qui sont dans ce truc. Bon, et des idées, de la créativité en pagaille, il y en a en pagaille des gens en France qui sont, ah ben, ils peuvent rien faire, ça passe pas, ils peuvent pas le dire, ils sont dans leur, ils sont frustrés, quoi, ils passent à autre chose. Et combien j'en ai vu autour de moi des gens qui ont ce potentiel. C'est vraiment dommage, quoi. Voilà. Alors, tout ça pour revenir et pour dire, quand Jean-Paul Sartre, oui, mais j'ai quand même subi son influence. Voilà. Ça, c'est vrai qu'il peut le dire de Kierkegaard, parce que Kierkegaard, on peut dire de Kierkegaard, une pointure comme Jean-Paul Sartre pouvait dire, j'ai subi l'influence de Kierkegaard. Mais il ne pourra pas dire, j'ai subi de l'influence du, 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 du garçon de café, par exemple, qui m'a dit tel ou tel truc, et tac, ça m'a fait quelque chose de... Et c'est là où une œuvre d'art, bon ben, encore une fois, je pars dans plein de choses, mais c'est comme ça, c'est ma façon de penser, d'être, de faire les choses. On voit là à quel point l'œuvre de Marcel Duchamp est super importante. Et pourquoi Marcel Duchamp était tout sauf un égocentrique au fond. C'était quelqu'un qui avait intuitivement compris quelque chose. Quand il passe dans la rue, il voit cette urinoir dans la devanture d'un magasin, en porcelaine blanche, magnifique, avec un design. C'est clair qu'il y a un design superbe. Il a compris que là, quelqu'un qui a fait ce dessin, qui a imaginé ce travail, qui l'a mis, qui le met en vente, il y a du génie derrière, il y a de l'art, il y a quelque chose. Et donc il va venir prendre cet urinoir. Il va le signer du nom du vendeur, donc dans le truc. Il y a écrit Jacob Delafont, c'est le gars qui a dessiné ou fait dessiner, etc. Évidemment, il manque encore des intervenants à cette œuvre d'art. Mais cette œuvre d'art, elle est collective. Et il a compris que c'est comme ça que ça marche. Que c'est là où son œuvre, elle est extraordinaire, l'œuvre de Duchamp. Celle-là en particulier, parce qu'il est allé, il a cité tout le monde. Il a cité pas tout le monde, mais moi, et quand je faisais de l'art, j'avais commencé à faire, j'avais fait un travail comme ça, où j'allais citer, je cherchais à citer tout dans un cadre, un tableau que j'avais fait, ceux qui avaient je voulais remonter à toutes les sources, ceux qui avaient coupé le bois pour faire le châssis, ceux qui avaient
tisser la toile pour ceux qui avaient fait la peinture pour l'enduire, ceux qui avaient, etc., etc. Ceux qui avaient amené le sujet, pourquoi le sujet était important. Et cette totalité, pour dire que c'était que, en fait, on travaillait collectivement. Et ça, c'était avant la mécanique universelle. Donc il y avait déjà cette idée d'universalité. Et une des œuvres, mais je la mettrai dans dans une autre vidéo. Une des œuvres qui a été, que je n'ai pas pu réaliser parce que je n'avais pas les moyens, il fallait être dans une galerie, etc. Une super bonne galerie qui aurait défendu le projet, qui l'aurait fait bouger, mais qui était tellement important dans les années 80 et quelques. C'est dommage que ça ne se soit pas fait. Bon, ça ne devait pas se faire. Donc Jean-Paul Sartre. Oui, mais j'ai quand même subi son influence à Kierkegaard. C'était des mots qui me semblaient pouvoir avoir pour d'autres une réalité. L'angoisse, hein, le désespoir. Je voulais donc en tenir compte dans ma philosophie. C'était la mode, l'idée que quelque chose manquait dans mes connaissances personnelles sur moi, dont je ne pouvais pas tirer le désespoir. Mais il fallait bien considérer que si les autres en parlaient, cela devait exister pour eux. Donc, il ne pouvait pas toucher le désespoir, parce qu'au fond, mais il n'a pas compris pourquoi il ne pouvait pas toucher ce désespoir, Sartre. Parce que sinon, il aurait compris que ce désespoir, on ne peut pas le toucher. Que les autres aussi qui parlaient du désespoir, y compris Camus, etc., c'était de la tchatch. C'était pas quelque chose qui était vécu dans le corps, dans les organes. Le désespoir, c'est... Alors peut-être que Kierkegaard l'a touché, ce désespoir-là, parce qu'il était malheureux, il a souffert, son narcissisme était en bas, c'était un saint, quoi. C'était donc, il est possible qu'il l'ait touché, c'est vraiment lui, cet état-là. Mais pour la plupart, ce n'est pas le cas. Et ça veut dire que l'espoir, il est prédominant chez l'être humain. Il est là. Il aurait, voilà, s'il avait pu faire une introspection et dire pourquoi je ne peux pas toucher le désespoir. Parce que l'espoir est complètement au fond de mon corps. Et là, il aurait compris qu'en fait, c'est l'humanité qui donne l'espoir. C'est la globalité de l'humanité qui transmet cet espoir à chaque être humain qui en fait partie. Je continue. Mais remarque bien qu'on ne trouve plus guère ce désespoir dans mon œuvre à partir de là. Ça a été un moment. Je vois ça chez beaucoup de philosophes à propos du désespoir et à propos de n'importe quelle idée philosophique. Ils en parlent par oui-dire dans les premiers temps de leur philosophie. Ils lui donnent une valeur importante et puis petit à petit ils n'en parlent plus parce qu'ils se rendent compte que le contenu n'existe pas pour eux, qu'ils le tiennent des autres. Voilà, je découvre en même temps. Hein. Je n'ai pas lu le texte avant. C'est exactement ça. Et là, il parle, à mon sens, de Camus et d'autres certainement. Est-ce vrai aussi de l'angoisse, lui demande Béni Lévy. Jean-Paul Sartre. Je n'ai jamais eu d'angoisse. Ça, c'est des notions clés de la philosophie de 1930 à 1940. Ça venait aussi de Heidegger. C'est des notions dont on se servait tout le temps, mais qui ne correspondaient pour moi à rien. Certes, je connaissais la désolation ou l'ennui, la misère, mais... Béni Lévy. La misère, Jean-Paul Sartre. Enfin, je la connaissais pour les autres, je la voyais si tu veux. Mais l'angoisse et le désespoir, non. Enfin, ne revenons pas là-dessus, puisque ça ne concerne pas notre recherche. Mais si, justement, parce que cette angoisse, elle a été donnée par ça a été dit comme quelque chose, comme une valeur fondamentale, et justement par Heidegger et puis peut-être par Camus. Mais en réalité,
cette angoisse n'est pas un mouvement perpétuel. On le vit de temps en temps, c'est quelque chose qu'on va subir de temps en temps, mais globalement, l'angoisse n'est pas le moteur de l'humanité. Au contraire, c'est l'inverse, c'est l'espoir qui est le moteur de l'humanité, c'est l'espoir qui est dans le, de façon organique. C'est inscrit dans nos neurones, cet espoir. Béni Lévy, si c'est quand même important de savoir que tu n'as pas parlé d'espoir et que quand tu parlais de désespoir, au fond, ce n'était pas ta pensée. Jean-Paul Sartre. Ma pensée était bien ma pensée, mais la rubrique sous laquelle je la rangeais, le désespoir, m'était étrangère. Ce qui était le plus important pour moi, c'était l'idée d'échec. L'idée d'échec concernant ce qu'on pourrait appeler une fin absolue. Ben oui, parce qu'il voulait l'avoir de son vivant. C'est ça le problème ce qui pose un problème à la compréhension du philosophe, du philosophe téléologique qui s'intéresse à la finalité de l'humanité. Son problème, c'est de ne pas pouvoir sortir de soi-même, de son temps d'existence. Voilà, de pouvoir voir les prémices de quelque chose, pour pouvoir comprendre qu'il y a du sens. Et là, pour comprendre ce sens-là, pour sortir, pour trouver qu'il y a une fin absolue, il faut projeter son esprit loin, très très loin devant nous, à un moment où nous ne serons plus là et où on aura même été oublié, on n'existe plus peut-être dans ce moment-là. Donc c'est terrible de pouvoir sortir de soi comme ça. C'est pour bien des gens, c'est un effort. Après, quand on est attrapé comme ça a été mon cas, ou peut-être ça a été le cas de Hegel aussi, de pouvoir comprendre d'un seul coup, avoir une fulgurance d'idées qui fait que l'esprit, il est plus arrêté à soi-même, il transcende. Et c'est certainement le cas de Moïse, de Abraham, voilà, de tous ceux qui ont imaginé cette finalité de l'humanité. Il s'est passé quelque chose qui a fait que leur esprit a transcendé tout ça. Et c'est très certainement ce qui fait qu'on le retrouve dans le Coran, où il parle du futur, il parle de la fin des choses. Et ça, il faut être sorti de soi-même pour arriver à ça. Il faut être sorti, il faut avoir perdu l'ego pour que l'esprit puisse se balader dans les siècles et les siècles, voilà, pour aller jusqu'à la fin des temps, quoi. Bref, ce qui n'est pas dit dans l'être et le néant, on reprend Sartre, sous cette forme, c'est que chaque homme, par-delà les fins théoriques ou pratiques qu'il a à chaque instant et qui concernent par exemple des questions politiques ou d'éducation, etc. Par-delà tout cela, chaque homme a une fin que j'appellerais, si tu veux, transcendante ou absolue. Et toutes ces fins pratiques n'ont de sens que par rapport à cette fin. Bien sûr que ça, c'est encore l'individu, l'être humain, la personne. Et ça, c'est pas suffisant pour donner du sens à tout ça. Ou alors il faut pouvoir comprendre qu'il faut rattacher la philosophie des Grecs. Si tout homme a, si le sens, si tout homme ne trouve du sens que par rapport à cette fin, c'est que l'humanité ne trouve son sens que par rapport à cette fin, puisque l'humanité, ce n'est que l'association de l'ensemble des êtres humains. Donc voilà, c'est comme tout homme cherche à atteindre le bonheur. Donc si c'est le cas, eh ben, l'humanité, globalement, cherche à atteindre le bonheur. Voilà.
Le sens de l'action d'un homme, c'est donc cette fin qui est variable selon les hommes d'ailleurs, mais qui a ceci de particulier qu'elle est absolue. Bien sûr, et cette fin absolue, c'est simplement la mort par exemple. Tout homme est mortel. Donc ça, c'est la fin absolue de l'être humain dans le truc. Et l'espoir se lie à cette fin absolue, comme d'ailleurs l'échec, en ce sens que le véritable échec concerne cette fin. Est-il inévitable cet échec? Jean-Paul Sartre. Ici, nous arrivons à une contradiction dont je ne suis pas encore sorti, mais dont je pense sortir à travers ces conversations. Voilà la clé. Il savait que c'est Sartre, tout le monde a contesté ces entretiens-là. Beaucoup de gens autour de Sartre, qui appréciaient Sartre, ont contesté ces entretiens, alors que Sartre, il aurait dû dire, je renie tout ce que, pas je renie, mais voilà, si vous voulez me comprendre, c'est à travers ces entretiens que ça se passe. Voilà. Donc je vais arrêter là pour cette vidéo. À très bientôt. Merci de votre écoute.